Puis voici à présent une société qui a toujours voulu mettre en avant le bien-être de ses employés. Il ne s'agit pas de philanthropie, mais de logique économique. Le reportage de Christine Chapelle et Éric Bourbotte. Ne fiez pas aux apparences, ces employés sont sur leur lieu de travail et utilisent le matériel de l'entreprise. Au siège de Google France, un grand espace détente contient baby-foot, console de jeu, fauteuil massant. La finalité, c'est qu'un employé détendu travaille mieux et communique mieux avec ses collègues. L'une des grosses difficultés dans une entreprise, c'est la communication interne, essayer de faire en sorte que les comprennent comment ils pourraient interagir. Et ce genre d'initiative finalement et d'organisation, ça favorise ces échanges d'idées. Chez Google, la communication doit se faire facilement et à tous les niveaux. Il n'y a jamais plus de 5 échelons entre le sommet de la hiérarchie et l'employé de base. Les salariés ont également à disposition tous les outils nécessaires pour travailler hors de l'entreprise. On nous fournit le matériel informatique pour les connexions, le remboursement également des frais internet pour pouvoir travailler quand bon nous semble. Ce qui permet par exemple de partir un peu plus tôt le soir pour continuer à la maison ou de commencer le matin à la maison et de terminer au travail. Ici, tout est gratuit, de la cantine au café en passant par les snacks. Pour la journée de l'environnement, chaque employé a reçu un vélo. Aucun code vestimentaire n'est imposé. Google tient à garder l'esprit start-up de ses débuts et cette philosophie du bien-être des employés a une logique économique bien identifiée. Ça libère les employés en fait des contingences matérielles, ça libère les employés de contraintes de formalisme et du coup ils sont plus concentrés sur leur projet, ils laissent libre cours à leur créativité, ils sont beaucoup plus épanouis et leurs résultats sont meilleurs. Le nouveau centre qui s'est ouvert à Zurich a même poussé le concept encore plus loin au niveau du design, avec toboggan, cellules de réunion en forme de calèche, bulles d'isolement et salles de relaxation. Mais le message reste clair, tous ces avantages ne sont là que pour favoriser le résultat, la productivité et la rentabilité. Les employés l'ont bien compris. Le 4 décembre, les agents des 3 versants de la fonction publique éliront leurs représentants dans les instances de concertation. Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront désignés par les organisations syndicales en fonction des résultats aux élections des comités techniques. Prévenir les risques professionnels, améliorer la santé et les conditions de travail de tous les agents, c'est un impératif pour l'UNSA. Si on a mis en route... Ce ne sont pas que des mots. Quand on dit que l'UNSA s'implique, l'UNSA a notamment signé l'accord Santé au Travail 2009 qui a débouché sur la création des comités hygiène et sécurité auxquels ont été rajoutées les conditions de travail. On a aussi été signataire de l'accord sur la prévention des risques psychosociaux puisque le phénomène de souffrance au travail, c'est comme dans le secteur privé, largement installé. Dans les entrepôts de la supply chain, les directeurs mettent en commun les bonnes pratiques visant à améliorer les conditions de travail des collaborateurs tout en optimisant la performance. Pour nous, directeurs de site comme directeurs d'entrepôt, l'amélioration des conditions de travail est une de nos principales préoccupations. Donc ça passe par de l'investissement de matériel comme le chariot à pince, les plateformes, les filmeuses automatiques, mais ça passe aussi par la nutrition, l'alimentation de nos collaborateurs, ça passe par l'échauffement, la bonne formation de nos collaborateurs au poste de travail. Ainsi, chaque entrepôt du groupe investit dans de nouveaux systèmes permettant d'automatiser les processus et de faciliter grandement les tâches de ses collaborateurs. Avant, on prenait nos escabeaux, on était 2 à travailler pour découper une palette. C'était un travail très très fatigant. Grâce au chariot à pince, qui est un nouveau outil depuis à peine 1 an, on peut découper nos palettes pour arriver à des hauteurs normales de préparation. On a aussi notre plateforme de coupage. Quand le chariot à pince ne peut pas prendre, on sert de cette plateforme de coupage et on coupe les palettes pareil à la même hauteur. Chaque jour, pour implanter les chantiers d'éclatement, les collaborateurs portaient manuellement les palettes afin de les disposer au sol. Aujourd'hui, la supply utilise un chariot dépileur de palettes vides pour implanter les chantiers afin d'éviter la prise manuelle des palettes par les collaborateurs.
Cette démarche est en cours de déploiement sur l'ensemble des entrepôts. Pour le distributeur de palettes, avant on prenait les palettes à la main, on les posait au sol et on reculait avec nos appareils. Ça faisait beaucoup de manips et le dos ramassait énormément. Maintenant, avec le distributeur de palettes, on recule avec nos chariots sans descendre du chariot et on repart en avant. Et c'est le distributeur de palettes qui fait son travail. Il descend les 2 palettes et il remonte. Alors pour les filmeuses, avant on filmait à la main, manuellement on tournait autour de la palette. On faisait 30 palettes par jour. Depuis l'arrivée des filmeuses, on filme 2 palettes à la fois. Ça permet au préparateur de voir de la productivité parce qu'en attendant, il peut faire ses papiers. Chez nous, sur l'entrepôt de Saint-Vulbas, nous avons mis en place des Reos palettes. Ces Reos palettes ont 2 objectifs, améliorer l'ergonomie du poste de travail pour le préparateur et également diminuer la casse sur des produits qui sont lourds et fragiles. Nous avons dans un premier temps travaillé sur les pickings en créant des socles pour relever le niveau de prise du colis par le préparateur et également créer un espace entre ces palettes pour que le préparateur soit au plus près du colis quand il prélève l'unité. Pour cette fois faciliter les opérations de stockage, les caristes sont dorénavant aidés d'une caméra embarquée sur leur chariot. Celle-ci leur permet d'avoir une parfaite visibilité sans avoir à lever constamment la tête et donc à risquer d'avoir des douleurs dans les cervicales. Un exemple de solution technologique qui profite également aux préparateurs. En dehors de la zone de stockage qui reste manuelle, la supply chain déploie des solutions mécanisées dans l'ensemble de l'entrepôt. Une bonne manière de faciliter le travail des collaborateurs. Mais de meilleures conditions de travail, cela passe également par un cadre de travail agréable et des conseils utiles pour rester en forme et moins se fatiguer. Constat, on a amélioré les conditions de travail de nos collaborateurs et on a gagné de la productivité, donc le pari est gagné. Je m'appelle Jessica, j'ai 30 ans et je travaille chez Google depuis un peu plus d'1 an. C'est une entreprise qui est très exigeante sur les résultats. Mais toutes les conditions sont réunies pour nous permettre d'atteindre nos objectifs plus facilement en diminuant le stress au maximum. Tu veux quoi ? Quand je suis arrivée ici, je ne m'attendais pas du tout à cette ambiance. On a plusieurs cuisines par étage. On a des snacks gratuits à volonté toute la journée, des boissons, le petit déjeuner, toutes sortes de choses. On a des espaces qui sont très colorés, mais en même temps mélangés avec le style haussmannien. Google a été fondé il y a 10 ans par Larry et Sergey, qui étaient 2 étudiants à Stanford. Ils ont souhaité profondément recréer l'ambiance de travail un petit peu campus, où il y avait une créativité, un échange d'idées, et où à l'époque les étudiants se sentaient bien. Donc 10 ans après, maintenant on est 20 000 salariés, et l'enjeu, vraiment le challenge, c'est de recréer cette même ambiance. Le bonheur absolu. Tout le monde s'entend bien, on a une communication avec les managers qui est facile. Tout est fait pour qu'on se sente le moins stressé, le mieux possible dans son environnement de travail. L'une des caractéristiques de cette culture d'entreprise, ça tient notamment au management qui est très, très différent, très original. La hiérarchie est plate, cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup d'échelons entre le salarié et le manager, je dirais, ultime. Lorsqu'on recrute une nouvelle personne, globalement tout le monde a son mot à dire. On fait passer à peu près 4 à 5 entretiens pour les candidats et ce qu'on essaye de voir, c'est pas seulement leurs compétences professionnelles, mais ce qu'on regarde, c'est aussi est-ce que la personne va bien s'entendre avec toute l'équipe, parce que c'est super important, on travaille beaucoup en équipe aujourd'hui et on a besoin de pouvoir communiquer facilement entre eux. On a l'an dernier fait un sondage et près de 83% des salariés étaient heureux de tout ce qui était mis en place, aussi bien au niveau conditions de travail que vraiment formation et tout ce qui est fait en sorte pour développer le salarié. Et également, nous avons gagné le prix Best Place to Work l'an dernier en France, mais également en Italie, en Irlande, donc le modèle semble marcher. Lui, c'est Marcel. Il a eu 20 ans en 1913. Et lui, c'est José. Il a eu 20 ans aussi, mais en 2013. A priori, ils sont très différents, mais pourtant,
Ils ont un point commun. Ils sont tous les deux maçons. Marcel est devenu maçon parce que son père était maçon, ainsi que son grand-père et son arrière-grand-père, qu'il n'a pas connu parce qu'ils n'ont pas vécu très vieux. La vraie différence entre les deux, c'est que Marcel, à 50 ans, il était tout cassé. Oh bah c'est bien vrai ça. Et que José, lui, si tout va bien, à 50 ans, il pourra encore courir le marathon. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il n'y a pas de fatalité. La médecine a évolué et l'hygiène de vie et les conditions de travail se sont nettement améliorées. Depuis toujours, l'homme recherche des idées intelligentes pour améliorer son quotidien, se faciliter la vie et développer des projets personnels. Mais le phénomène s'est accéléré ces dernières années. On est d'accord de travailler, mais plus question de se mettre en danger ou de se fatiguer inutilement. Et oui, sans le savoir, l'ergonomie était née. L'ergonomie est un nom barbare qui veut dire adapter le travail à l'homme pour préserver son état physique tout en étant plus efficace. Très intéressant ce truc. Mais comment ça marche ? L'ergonomie, ça commence par toi, par ta vie. Il faut que ton corps devienne ton ami. Que tu lui réserves une alimentation équilibrée et des activités sportives régulières. Sans t'en rendre compte, tes fonctions cardio-respiratoires vont être stimulées. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Et si en plus tu bois de l'eau pendant la journée, tu vas connaître la forme olympique. Mais attention, c'est pas parce que t'es fort que tu vas devenir une machine de manutention. À chaque fois que c'est possible, économise ton corps. Il y a des gens qui ont réfléchi pour inventer la roue et toutes sortes de matériel adapté à ton job. Des manuels, des automatiques, des hydrauliques. Même quand tu fais de petits efforts, la répétitivité va t'abîmer. L'ergonomie, c'est aussi savoir s'adapter au milieu environnant. Aménager son espace de travail en fonction de la qualité d'éclairage, ou se protéger du bruit et des poussières qui sont très nocifs pour ton corps. L'ergonomie optimisée, c'est celle qui est pensée par toi. Tu anticipes pour éviter les répétitions et trajets inutiles, et tu calcules pour travailler le plus souvent possible à hauteur d'homme. En ne conservant que le matériel strictement nécessaire, tu préserves ton espace de travail et te simplifies les accès. Le thème de ma conférence portera sur l'obligation juridique des entreprises en matière de santé, sécurité au travail. Car je crois qu'aujourd'hui, les entreprises doivent se rendre compte de la portée de leurs obligations. Ces obligations, bien évidemment, viennent de la loi, mais également des magistrats, de la Cour de cassation, et puis également des cours d'appel, des tribunaux de première instance, qui rappellent aux entreprises qu'aujourd'hui, en matière de santé, sécurité au travail, elles doivent faire tout ce qui est possible pour préserver cette santé et cette sécurité. Juridiquement, si vous me permettez, d'où vient cette obligation ? Cette obligation, elle a été inscrite dans notre Code du travail en 1991. Cette obligation, c'est une obligation qui vient du droit européen. Mais il a fallu attendre au niveau juridique la création du document unique en 2002, puis une intervention de la jurisprudence pour que les entreprises saisissent toute la portée de l'obligation. Cette jurisprudence, c'est malheureusement la jurisprudence qui a eu lieu dans le cadre des affaires dites amiantes, le drame de l'amiante, mais aussi les affaires dramatiques de suicide au travail. Et là, les juges sont venus dire aux entreprises que cette obligation de sécurité, elle s'appliquait dans le cadre individuel de la relation de travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié dont l'employeur ne respecte pas ses conditions de travail, et quand je parle de conditions de travail, je ne parle pas simplement des conditions d'ambiance, de luminosité, je parle aussi des conditions, je dirais, relationnelles de travail. Si un employeur ne respecte pas ses obligations, un salarié à titre individuel peut demander la rupture de son contrat au tort de l'employeur parce que celui-ci n'a pas respecté son obligation. Les juges sont également venus nous dire que, cette fois-ci à titre collectif, l'employeur lui aussi a des comptes à rendre sur l'organisation générale de ses conditions de travail et en conséquence une instance comme le CHSCT, des syndicats dans une entreprise, si au cours d'un projet de réorganisation, de restructuration, un projet de déménagement, ils s'aperçoivent que l'employeur peut-être a fait un très beau projet en termes économiques,
mais après, en termes de santé-sécurité au travail, n'a pas mesuré l'impact de son projet, ils pourront saisir un juge en urgence et faire constater que le projet, justement, n'est pas adéquat en termes juridiques, et en conséquence, un juge pourra suspendre un projet de réorganisation tant que l'employeur n'a pas pris les mesures susceptibles de maîtriser ce risque pour les salariés. Donc on a véritablement une révolution qui a été orchestrée bien évidemment par le législateur, par les juges, et qui font des CHSCT aujourd'hui dans les entreprises, mais aussi des salariés de manière individuelle, de véritables acteurs de prévention du risque. Bonjour Monsieur Berthier. Bonjour. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Installez-vous, je vous en prie. Bien, à nous. Bon, j'ai étudié très attentivement votre dossier et honnêtement, tout ça n'est pas très bon. Hein. C'est-à-dire ? Écoutez, si je ne m'en tiens qu'aux éléments du dossier, en mars 90, vous êtes informé du danger de certains produits utilisés à l'atelier d'étanchéité des cuves. Et en février 95, le rapport du médecin du travail indique que tous les employés de cet atelier présentent des analyses d'urine inquiétantes. Et l'année suivante, visite du contrôleur de la CRAM, pas d'amélioration constatée. Alors je sais, Monsieur Berthier, vous me l'avez dit, le sujet vous préoccupe. Moi, mon souci, c'est que je n'ai absolument rien de tangible dans le dossier qui laisse entendre que vous ayez au moins essayé de régler le problème avec cette histoire de durcisseur. Mais quel problème, mon Dieu? Les produits en question ne sont pas interdits. On les a pas achetés au marché noir, que je sache. Je suis d'accord, Monsieur Berthier, seulement la loi vous oblige à assurer la sécurité de vos salariés. C'est la loi. Alors, dans votre dossier, j'ai un document concernant les établissements JFI Plast. C'est votre concurrent direct, je crois. Oui. Donc, chez JFI Plast, ils ont conduit au cours des 6 dernières années les actions suivantes. Isolement des postes de travail, mise en place d'un programme de formation des salariés et enfin, remplacement de ce fameux durcisseur par un produit beaucoup moins dangereux. Bon, et qu'est-ce que je risque ? Écoutez, c'est assez simple. Il y a contre vous 2 actions en faute inexcusables de 2 de vos anciens salariés, atteints tous les 2 d'un cancer de la vessie. Alors, selon ce que le tribunal retiendra comme préjudice, l'indemnisation sera plus ou moins lourde. Et là, je ne parle pas du pénal. Mais enfin, j'ai jamais voulu qu'ils soient malades, ces gars-là. Mais personne n'a dit ça, Monsieur Berthier. Personne n'a dit ça.